Montreuil-sous-Bois. Banlieue et de Paris. Un quartier ouvrier, des pavillons modestes, des rues tranquilles où les familles se connaissent depuis des générations. Mais au cœur de ce quartier, une rue attire l'attention de tous les services de police de France. La rue des Ramenas. 6 pavillons agglutinés les uns aux autres. 4 caravanes garées dans les cours. Des guetteurs postés en permanence, recrutés dans les cités avoisinantes. Une forteresse. Un camp retranché. Le fief d'une famille qui, pendant plus de 20 ans, a terrorisé le grand banditisme français. Les Ornec. 3 frères. Jean-Claude, Mario et Marc. Surnommés les H. Leur casier judiciaire se lit comme un roman noir. Braquage de fourgons blindés, saucissonnage de familles fortunées, pillage d'entrepôts, machines à sous clandestines, corruption de policiers, raquettes de boîtes de nuit, trafic d'or, de jade, de cocaïne, de cannabis, d'œuvres d'art, de voitures de luxe et des meurtres, beaucoup de meurtres. Avant de plonger dans ce récit, prends une seconde pour t'abonner et liker, parce que ce que tu vas découvrir, ce n'est pas de la fiction, c'est l'histoire vraie d'un clan qui a régné sur le milieu parisien, et dont la chute a été aussi spectaculaire que l'ascension. Pour comprendre les Ornec, il faut remonter loin, très loin. Au XIXe siècle, la famille Ornec est issue d'une lignée de manouches de Hongrie, des gens du voyage, des nomades. Ils quittent la Hongrie pour s'installer en Allemagne. Puis, au début du XXe siècle, ils migrent vers l'ouest. Ils traversent l'Alsace, où ils vivent plusieurs générations. Et finalement, ils s'installent dans l'est parisien. Le père, Lucien Ornec, naît en 1932. C'est un ferrailleur. Un homme simple, sans histoire. Il reprend le métier de sa famille, le commerce de la ferraille. Il épouse Marinette Falk, d'un an sa cadette. Ensemble, ils ont 4 enfants. Jean-Claude naît en 1953. C'est l'aîné, celui qu'on appellera plus tard Eddie Mitchell ou Lounès. Sonia naît en 1955, la seule fille de la fratrie. Mario naît en 1957. On le surnommera le Corse ou le diplomate. Et enfin, Marc naît en 1966. Le Benjamin, le plus jeune de 13 ans par rapport à l'aîné, celui qu'on appellera le forain, et celui qui deviendra le plus actif, le plus dangereux, le plus médiatisé des 3 frères. Jusqu'à la fin des années 1950, la famille vit en caravane. Ils sont encore des gens du voyage, des nomades, des marginaux aux yeux de la société française. Puis un jour, tout change. Lucien décide de se sédentariser. Il achète un petit pavillon ouvrier dans le quartier de la Boissière, à Montreuil, rue des Ramenas. Ce pavillon modeste deviendra le point de départ d'un empire, un fief que la famille ne quittera plus jamais. Au fil des années, au gré des coups réussis, les Ornec agrandissent leur territoire. Un pavillon, puis 2, puis 3, puis 6, des terrains adjacents, des caravanes, une véritable forteresse au cœur de la banlieue parisienne. Les voisins observent cette expansion avec méfiance. Mais personne ne dit rien, personne n'ose. Car très vite, tout le monde comprend que les Ornec ne sont pas une famille ordinaire. Lucien Ornec meurt en 1998. Il laisse derrière lui son commerce de ferraille. Ses 3 fils reprennent l'affaire. Officiellement, ils sont ferrailleurs, comme leur père, comme leur grand-père. Mais officieusement, les choses sont très différentes. Car dès le début des années 1980, les activités des frères Ornec sont devenues illégales. Ça commence doucement, du désossage de voitures ayant servi à des casses, de la fourniture de véhicules maquillés, des petites combines, des affaires de quartier, rien de bien méchant pense-t-on à l'époque. Mais les Ornec ont de l'ambition, beaucoup d'ambition, et ils vont très vite passer à la vitesse supérieure. C'est dans le quartier de la Boissière que les Ornec se font un nom. Au début, ils évoluent sous la protection d'un parrain local, Claude Guénova, dit le Gros. Un homme imposant, 1,80 m pour 103 kg, issu du même quartier. Génova est un vieux routier du milieu.
Il connaît les codes, il connaît les hommes, il connaît les coups. Les jeunes Hornecks apprennent à ses côtés. Ils font leurs premières armes, leurs premiers braquages, leurs premières entourloupes, mais très vite, les haches prennent leur distance. Ils veulent voler de leurs propres ailes. Ils ne veulent plus partager avec personne. Ils s'associent alors avec des personnes avec qui ils ont grandi. Des Maghrébins, des Gitans, des gamins des cités qui deviendront des soldats. Un pacte occulte entre Yéniches et Arabes, diront plus tard les observateurs du milieu. Une alliance improbable mais redoutablement efficace. L'activité centrale de la fratrie à cette époque est le braquage. Le noyau dur du clan se compose d'une dizaine de jeunes, des gars solides, des gars loyaux, des gars prêts à tout. Progressivement, ils imposent le respect à leur père, car les Hornecks ont une règle simple. On ne les arnaque pas, on ne les vole pas, on ne les trahit pas. Ceux qui essaient le regrettent amèrement. Souvent, ils ne sont plus là pour en parler. Un journaliste écrira un jour « Si le banditisme était une famille, ce serait bien celle-là, une communauté soudée, une solidarité rare entre les hommes du clan. Tous les ingrédients semblent réunis pour constituer l'embryon d'une mafia, à commencer par le plus important, le territoire. Et ce territoire, c'est la rue des Ramenas. 6 pavillons, 4 caravanes, des guetteurs en permanence. Une zone interdite pour les intrus. Une zone où même la police hésite à s'aventurer. La véritable ascension des Hornecks débute en 1989. Cette année-là, Claude Genova, leur ancien mentor, est écroué. L'affaire est sérieuse. Un trafic portant sur plus de 200 voitures volées. Genova va passer plusieurs années derrière les barreaux, et pendant ce temps, les H en profitent. Ils décuplent leur activité. Ils s'associent avec de futurs grands noms du milieu parisien. Ahmed Mohyedine, dit Joe, Nordine Mansouri, dit la gelée. Une allusion peu flatteuse à l'état de son cerveau selon les rumeurs. Ces deux hommes reprennent les affaires de Genova, mais cette reprise en main ne se fait pas sans heurts. Car dans le milieu, rien n'est jamais simple, rien n'est jamais pacifique. Et quand il y a de l'argent en jeu, il y a du sang. En novembre 1993, Michel Thierry, un proche du clan Horneck, est assassiné. C'est le premier coup de feu d'une guerre qui va durer des mois. L'assassin de Thierry s'appelle Éric Pasquet. Il a 32 ans. En février 1994, Pasquet est abattu à son tour, une balle dans la tête. Le message est clair. Personne ne touche aux amis des Hornecks impunément. Mais la guerre ne s'arrête pas là. Le 12 juin 1994, Joël Guignon est tué à Nogent-sur-Marne. Le lendemain, ce sont des frères gitans proches des Hornecks qui tombent. 2 morts en 2 jours. Le milieu parisien est en ébullition. Les règlements de compte se multiplient. Personne ne sait qui sera le prochain. Et puis, le 22 août 1994, un événement va tout changer. Claude Genova, le gros, est en permission. Il est sorti de prison pour quelques jours. Il a 43 ans. Ce soir-là, il a rendez-vous boulevard Gouvion-Saint-Cyr, dans le 17e arrondissement de Paris. Il doit retrouver les H. L'objectif, tenter de cesser les hostilités, négocier une paix, mettre fin à la guerre. Mais Genova n'arrivera jamais à ce rendez-vous. 2 truands indépendants l'attendent, 3 coups de fusil à pompe dans le dos. Genova s'effondre sur le trottoir. Il meurt quelques minutes plus tard, l'ancien parrain est éliminé. Et avec lui, la dernière résistance à l'hégémonie des Hornecks. La guerre semble avoir pris fin. Les H ont gagné. Ils sont désormais les maîtres incontestés du milieu parisien. Après la mort de Genova, les Hornecks réinvestissent l'argent des braquages. Plus question de garder des millions en liquide dans des caches. Il faut blanchir, il faut investir, il faut construire un empire légitime, du moins en apparence. Les H rachètent des bars,
des restaurants, des boîtes de nuit. Ils deviennent les rois des nuits rails de toute la région parisienne, des soirées qui attirent des milliers de personnes, des soirées où l'alcool coule à flot, où la musique résonne jusqu'à l'aube, où l'argent circule comme l'eau. Le clan s'organise. Il investit également dans le cannabis. Le business est juteux, la demande est énorme. Et les Orneck savent comment satisfaire cette demande. Mais les ex-associés de Genova ne l'entendent pas de cette oreille. Ils veulent leur revanche. Dans la nuit du 23 au 24 mai 1995, 2 des boîtes de nuit des frères gitans alliés aux Orneck sont plastiquées. Une à Évry, une à Andilly. Un engin incendiaire est également lancé à travers la vitre d'un restaurant du Perreux-sur-Marne. C'est une déclaration de guerre. Les Orneck répliquent. Le 3 août 1995, Jean-Dominique Poletti est assassiné à Boulogne-Billancourt. Poletti était l'un des 2 meurtriers de Genova. Il a payé de sa vie. Son complice, Kadaach, dit Karim, comprend le message. Il s'enfuit en Algérie. Il ne reviendra jamais en France. Les choses se calment alors. Pour un temps, entre 1995 et 2005, le clan Orneck entre dans sa période faste. Son âge d'or, son apogée. Les 3 frères sont soupçonnés d'être derrière les plus gros casses des 10 dernières années en Île-de-France. Des braquages spectaculaires, des millions d'euros de butin, des opérations minutieusement préparées. L'argent récolté est investi dans les machines à sous clandestines. Un business extrêmement rentable. Des centaines de machines disséminées dans les bars et les cafés de la région parisienne. Chaque machine rapporte des milliers d'euros par mois, multipliés par des centaines de machines. Vous obtenez une fortune. Les H investissent également dans les bars à hôtesse des quartiers chics de la capitale, autour de la place de l'Étoile, sur les Champs-Élysées, dans le triangle d'or du 8e arrondissement. Le but est clair, prendre le contrôle de la nuit parisienne. Les investissements sont dirigés par le chef opérationnel du clan, Marc Orneck, le Benjamin, le plus jeune des 3 frères, mais aussi le plus actif, le plus audacieux, le plus dangereux. Jean-Claude Orneck, l'aîné, se tient à distance des affaires quotidiennes. En sa qualité d'aîné, il est le conseil de la famille. Rien ne se fait sans son assentiment. C'est lui qui tranche les conflits, qui valide les alliances, qui décide des représailles. Mario Orneck, le cadet, joue un rôle d'intermédiaire. On le surnomme le diplomate. C'est lui qui négocie, qui apaise les tensions, qui maintient les liens avec les autres clans. Ensemble, les 3 frères forment un triumvirat redoutable. Chacun a son rôle. Chacun a ses compétences. Et ensemble, ils sont invincibles, ou du moins, c'est ce qu'ils croient. Marc Orneck est celui qui fait le plus parler de lui dans les médias. Il n'a peur de rien, ni de la police, ni de la justice, ni de personne. À la fin des années 1990, il se considère victime d'un acharnement judiciaire. Des policiers en civil sont régulièrement planqués devant chez lui, rue des Ramenas. Ils surveillent. Ils observent, ils notent les allées et venues. Un jour, Marc en a assez. Avec d'autres membres du clan, il décide de pourchasser les 2 policiers. Une course-poursuite s'engage dans les rues de Montreuil. Les 2 flics, terrorisés, tentent de s'enfuir. Mais les Orneck les escortent jusqu'au 36, quai des Orfèvres, le siège de la police judiciaire de Paris. Là, devant les yeux ébahis de leurs collègues, les 2 policiers sont déposés par les Orneck. Un message clair. On ne surveille pas les H impunément. L'épisode fait scandale. Mais Marc Orneck n'est pas inquiété. La justice ne parvient pas à le coincer. En 1995, Marc est recherché pour trafic de stupéfiants. Il possède une luxueuse villa à Cagnes-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes. Un jour, la police tente de l'arrêter. Un barrage est dressé. Mais Marc force le barrage. Il parvient à s'enfuir in extremis. La police est humiliée. En 1997,
Mark est finalement arrêté dans un hôtel d'Euro Disney. Lors de la perquisition qui s'ensuit, les policiers découvrent 550 kilos de cannabis, une saisie spectaculaire. Mark est condamné à 4 ans de prison ferme. Mais dans le milieu, cette condamnation est presque une décoration. Elle renforce sa réputation. Elle prouve qu'il est un vrai, un dur, un intouchable. Avec le business des machines à sous, les Hornets veulent prendre le contrôle des quartiers autour de la place de l'Étoile et des Champs-Élysées. Mais très vite, ils se retrouvent face à un obstacle. Francis le Belge. Francis Van Verberg, dit Francis le Belge, est une figure légendaire du milieu parisien. Il contrôle une partie de la nuit parisienne depuis des décennies. Il a des connexions partout, des politiques, des hommes d'affaires, des flics, des voyous. Il est intouchable, ou du moins, c'était ce qu'on croyait. Le 25 septembre 2000, Francis le Belge est abattu, dans un bar très sélect du 8e arrondissement. Plusieurs balles dans le corps. Il meurt sur le coup. L'assassinat fait la une de tous les journaux. C'est un séisme dans le milieu. Et immédiatement, les soupçons se portent sur les Hornets. Nordin Ben Slimani, un proche du clan, est arrêté et mis en examen. Il est soupçonné d'être l'un des commanditaires, mais cette piste sera finalement abandonnée par les enquêteurs, faute de preuves, comme toujours avec les Hornets, soupçonnés de tout. Condamnés pour rien. Du moins à cette époque. Durant cette période, les Hornets semblent tenir le haut du pavé. Les 3 frères entretiennent une réputation impitoyable. Les policiers les soupçonnent d'être derrière plusieurs règlements de compte. Farid Sanaa, dit l'écureuil, est abattu place des Ternes le 19 octobre 1949. Antonio Lages, dit le portugais, est tué peu de temps après. 2 décharges de fusils de chasse, avenue Georges V. Djilali Zitouni meurt le 21 juillet 2001 à Gennevilliers. Patrice Roma est abattu en décembre 2001 dans le 11e arrondissement. À chaque fois, les Hornets sont soupçonnés. À chaque fois, rien n'est prouvé. Le clan semble invincible. Les enquêteurs sont frustrés. Ils savent, mais ils ne peuvent rien prouver. Les Hornets sont également soupçonnés d'avoir collaboré avec Antonio Ferrara, dit Nino, l'un des plus célèbres braqueurs français. Un homme capable de s'évader de n'importe quelle prison. En mars 2003, Ferrara s'évade spectaculairement de la prison de Fresnes. Des complices attaquent le fourgon qui le transporte avec des armes de guerre. Les Hornets auraient participé à cette évasion, du moins selon les rumeurs, mais une fois de plus, rien n'est prouvé. À partir de 2001, le milieu français connaît une relative accalmie, après une véritable hécatombe. Pas moins de 100 morts entre 1995 et 2000, dont 20 à Paris pour la seule année 2000. Les Hornets semblent prospérer. La justice ne parvient pas à les stopper. Malgré les lourdes présomptions qui pèsent sur eux, Mario et Jean-Claude Hornet gardent un casier judiciaire vierge jusqu'en 2006. Vierge. Après des décennies dans le milieu. Des dizaines de braquages, des millions d'euros de butin, des meurtres. Rien, pas une seule condamnation, c'est l'illustration parfaite de leur puissance, de leur intelligence, de leur capacité à échapper à la justice. Mais tout empire finit par s'effondrer, et celui des Hornets ne fera pas exception. Le 24 décembre 2005, Noël, un jour de fête pour la plupart des familles, mais pas pour les Hornets. Ce jour-là, James Hornet, fils unique de Mario, est abattu. Il a 24 ans. Une balle de 22 longs rifles dans le dos. Il décède peu de temps après son arrivée à l'hôpital Jean Verdier de Bondy. James était considéré comme l'étoile montante du clan, celui qui devait reprendre la succession, l'héritier. Malgré son jeune âge, sa fiche contenait déjà 4 affaires. Racket, agression, blanchiment d'argent. À 20 ans, il avait déjà été arrêté pour un trafic de voitures de luxe volées. Porsche, Audi, Mercedes, BMW. Il avait le profil parfait pour prendre la relève,
Mais il ne le fera jamais, car ce soir de Noël, sa vie s'est arrêtée. L'hypothèse la plus probable est celle d'un saucissonnage qui aurait mal tourné, une opération de vol qui aurait dégénéré. Mais les circonstances exactes restent floues. Ce qui est certain, c'est que l'assassinat de James marque le début du déclin du clan. En janvier 2006, Steve Horneck, un cousin germain des frères, est arrêté. Il est interpellé avec une trentaine de personnes au cours d'une vaste opération de police. L'opération vise des cercles de jeux clandestins dans la Seine-Saint-Denis. Elle est conduite par la brigade de recherche et d'investigation financière. Du lundi 16 au mercredi 18 janvier 2006. Cette réussite judiciaire est présentée comme une illustration des nouvelles méthodes de lutte contre le grand banditisme. L'idée est simple. S'attaquer aux voyous par le volet financier, suivre l'argent, remonter les filières, coincer les blanchisseurs, car même si on ne peut pas prouver un meurtre, on peut toujours prouver un enrichissement illicite. Le 15 novembre 2006, l'impunité de Mario et Jean-Claude Horneck prend fin. Après des décennies de soupçons sans preuve, ils sont enfin mis en examen. Les charges sont lourdes. Importation de stupéfiants en bande organisée, détention de stupéfiants, cession de stupéfiants, association de malfaiteurs. Le trafic porte sur 136 kilos de cocaïne en provenance de cartels colombiens. Les policiers de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ont réussi un exploit. Grâce à la loi Perben II, un enquêteur infiltré a pénétré le réseau. Pendant des mois, il a collecté des preuves, des conversations, des rendez-vous, des transactions, et cette fois, les Horneck ne peuvent plus nier. Le 28 février 2008, Marc Horneck est à son tour arrêté, à l'Isle-Adam, dans le Val d'Oise. L'arrestation se déroule en douceur. Dans un campement de Tziganes, les gendarmes du GIGN sont présents, ainsi que ceux de l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante. Marc faisait l'objet d'un mandat d'arrêt pour plusieurs chefs d'accusation. Vols par ruse sur des personnes en état de faiblesse. Association de malfaiteurs. Période 2000 à 2002. Il est soupçonné d'avoir commis des vols avec armes en Picardie, au domicile de personnes âgées, des saucissonnages, des victimes ligotées pendant des heures, terrorisées, dépouillées. Il est également soupçonné de vol de voitures haut de gamme et de la séquestration d'un couple fortuné dans l'Isère. Le 23 avril 2008, une partie du clan comparaît devant le tribunal correctionnel d'Amiens. Sur le banc des accusés, Marc Horneck, Jean-Claude Horneck, leurs cousins Fabrice, David et Jimmy Horneck. Deux beaux-frères, Marc Chenet et Henrique G, la compagne de Marc Horneck, Lydia Chainé. C'est la première fois que le clan est jugé ensemble. À l'issue du jugement, Jean-Claude est relaxé. Marc, lui, écope de 10 ans de prison ferme. C'est un coup de tonnerre. Le chef opérationnel du clan est enfin condamné. Mais ce n'est que le début. Le 31 août 2008, Frankie Horneck, 19 ans, est arrêté dans le sud de la France, à la sortie d'un centre commercial de Saint-Laurent-du-Var. Il est déféré au parquet de Grasse avant d'être écroué. En juillet 2008, Marcus Horneck, le fils de Marc, est également arrêté. Il est recherché pour extorsion de fonds, faux et usage de faux, et blanchiment. Il a tout juste 20 ans. Il est écroué à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. La nouvelle génération tombe à son tour. En novembre 2008, Jimmy Horneck, un autre cousin, est arrêté pour une agression au carjacking sur l'autoroute A1, commise en 2002, sur le comédien Danny Boone. Oui, Danny Boone, l'acteur le plus populaire de France à cette époque. L'affaire fait scandale. Jean-Claude et Mario Horneck comparaissent en juillet 2009. Les peines sont lourdes. Jean-Claude est condamné à 8 ans de prison, assorti d'une peine de sûreté des 2/3. Pour trafic de stupéfiants,
Il doit également s'acquitter d'une amende de 400 000 €. Mario est condamné à 7 ans de prison pour association de malfaiteurs. Il n'est pas condamné pour trafic de stupéfiants, mais il doit s'acquitter d'une amende de 500 000 €. Les deux frères sont envoyés derrière les barreaux pour la première fois de leur vie, après des décennies d'impunité. Le 28 mai 2010, la Cour d'appel de Paris réduit légèrement les peines. Jean-Claude, 6 ans au lieu de 8. Mario, 7 ans au lieu de 8. À partir de décembre 2010, les deux frères sont libérés sous le régime de la liberté conditionnelle. Cette liberté conditionnelle se termine le 13 décembre 2012. Cet aménagement de peine n'a été possible que grâce à des garanties sérieuses de réadaptation sociale. Mario Ornec a été engagé comme régisseur du cirque Bouglione. Jean-Claude s'est investi en prison dans des activités socio-culturelles, notamment le spectacle de marionnettes. Des marionnettes. Le chef d'un clan criminel qui a terrorisé Paris pendant 20 ans, qui a été soupçonné de dizaines de meurtres, qui a brassé des millions d'euros, et qui fait maintenant des spectacles de marionnettes. Le milieu en rit encore. Mais la justice française a ses mystères. Le 7 mars 2014, Jean-Claude Ornec est de nouveau interpellé. Cette fois, ce n'est pas pour des braquages, ni pour du trafic de drogue, c'est pour une affaire d'enfouissement de déchets illégale. Jean-Claude, 60 ans, est à la tête d'une société appelée RTR Groupe Environnement. Cette société propose à des entreprises du BTP de traiter leurs déchets dangereux, comme l'amiante. Les entreprises sont dans l'obligation de recycler ces déchets. Mais au lieu de les traiter légalement, Jean-Claude piège des agriculteurs. Il les menace, ou il les endette avec des prêts à des taux très élevés. Et il les oblige à enfouir les déchets sur leurs terres. En plaine de France, à l'est de Paris, des tonnes de déchets toxiques enterrés illégalement, sous des champs, sous des prairies, dans des zones où les enfants jouent, où les familles vivent. L'enquête a débuté en juin 2013. 12 personnes sont interpellées, 5 sont déférées devant la justice. Jean-Claude est placé en détention provisoire. Les charges sont graves. Extorsion de fonds en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, dépôts illégaux de déchets. Il encourt jusqu'à 30 ans de prison. Son fils Loons est également interpellé. La relève, elle aussi, est compromise. Le 28 avril 2017, Marc Ornec est de nouveau mis en examen pour des faits d'extorsion en bande organisée, non-justification de ressources, escroquerie, association de malfaiteurs. Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Villepinte, en Seine-Saint-Denis. À 51 ans, Marc retourne derrière les barreaux, après une vie entière de crimes. Les policiers de l'Office central de répression de la grande délinquance financière s'interrogent depuis longtemps sur les Ornec. Les 3 frères n'ont aucun revenu officiel. Ils ne payent pas d'impôt sur le revenu. Certains d'entre eux pointent même au RMI, le revenu minimum d'insertion, l'allocation pour les plus pauvres. Et pourtant, ils possèdent 30 propriétés bâties en France, 2 maisons en Espagne, plusieurs contrats d'assurance vie avec des mensualités considérables, plusieurs bars, plusieurs restaurants, 5 boîtes de nuit. Ils roulent en Porsche, Jaguar, Mercedes et BMW, toujours de location, officiellement. Mais tout le monde sait d'où vient l'argent. Des braquages, du trafic de drogue, des machines à sous clandestines, du racket, de l'extorsion, du blanchiment, des millions d'euros amassés pendant des décennies et blanchis à travers des sociétés écrans, des prête-noms, des investissements immobiliers. Sur la Côte d'Azur, les Ornec possèdent une luxueuse villa à Cagnes-sur-Mer, un endroit où ils venaient se reposer entre 2 affaires, profiter du soleil, du calme, loin de la grisaille de Montreuil, mais même au soleil, les ombres du passé finissent toujours par vous rattraper. Jean-Claude Ornec, l'aîné, a disparu des radars ces dernières années.
Selon certaines sources, il aurait quitté la France pour intégrer la Légion étrangère. Officiellement, il fuit une longue liste de chefs d'accusation. Officieusement, il continuerait de tirer les ficelles, à distance, du milieu de la nuit dans le sud de la France. Clubs, trafic, règlement de compte, son nom revient dans plusieurs dossiers sensibles. Même loin, il reste une ombre pesante sur les affaires en cours. Les enquêteurs de l'Office central de lutte contre le crime organisé le savent. Orneck n'a jamais réellement quitté le terrain. Depuis des bases reculées, il utilise des hommes de confiance pour faire passer ses ordres. Chaque mouvement dans les boîtes de nuit du Languedoc, chaque cargaison douteuse interceptée dans les ports de Sète ou de Marseille, porte sa signature en creux. Les écoutes parlent d'un certain le Petit Gitan, un alias qui revient trop souvent pour être ignoré. Derrière ce pseudonyme, un cerveau froid, méthodique, prêt à disparaître encore si la pression monte. Mais cette fois, les services ont décidé de remonter jusqu'à lui. L'opération est lancée, discrète, mais déterminée. Et dans l'ombre, les alliances vacillent. L'histoire des Orneck est celle d'une ascension fulgurante, d'une famille de ferrailleurs devenue un clan criminel redouté, d'hommes qui ont régné sur le milieu parisien pendant 2 décennies, qui ont brassé des millions, qui ont tué, volé, racketté, et qui, pendant longtemps, ont semblé intouchables. Mais c'est aussi l'histoire d'une chute, des arrestations en série, des condamnations, des années de prison, la mort de James, l'héritier, la fin d'un rêve de dynastie. Aujourd'hui, le clan Orneck n'est plus ce qu'il était. Les 3 frères vieillissent. La nouvelle génération est en prison ou sous surveillance. Le territoire de la rue des Ramenas n'est plus la forteresse imprenable d'autrefois. Et le milieu parisien n'a changé. De nouveaux clans ont émergé, des Tchétchènes, des Albanais, des réseaux venus des banlieues. Le monde du crime n'attend personne. Et ceux qui croient avoir tout conquis finissent toujours par perdre. Parce que dans le milieu, il n'y a pas de retraite paisible, il n'y a pas de happy end, il n'y a que 2 issues possibles, la prison ou la mort. Les Orneck ont échappé à la seconde pendant longtemps, mais ils n'ont pas échappé à la première, et quelque part, dans une cellule de prison ou dans une villa de la Côte d'Azur, les frères Orneck savent que leur règne est terminé, que leur empire s'est effondré, que leurs enfants paient le prix de leurs crimes, et que l'histoire, finalement, a eu raison d'eux, comme elle a toujours raison de tous les empires criminels. Ils naissent dans le sang, ils prospèrent dans la violence, et ils meurent dans le silence. C'est la loi du milieu, une loi que même les Orneck n'ont pas pu contourner. Mais pour vraiment comprendre la portée du clan Orneck, il faut revenir sur certains épisodes clés qui ont marqué leur parcours. Des épisodes qui montrent à quel point cette famille a su tisser sa toile dans tous les secteurs du crime organisé. Le business des machines à sous clandestines était au cœur de l'empire Orneck. Dans les années 1990 et 2000, ces machines représentaient une manne financière colossale. Chaque bar, chaque café, chaque restaurant qui possédait une machine à sous rapportait entre 2000 et 5000 euros par mois. Multipliez ce chiffre par des centaines de machines disséminées dans toute la région parisienne, et vous obtenez des revenus mensuels de plusieurs centaines de milliers d'euros. Le système était simple mais efficace. Les Orneck installaient les machines chez des commerçants, parfois avec leur accord, parfois sans. Un gérant de café qui refusait se voyait rapidement expliquer les avantages de collaborer. Une première visite amicale, une seconde moins amicale, et si le message ne passait toujours pas, une vitrine brisée ou un incendie suspect faisait généralement l'affaire. La plupart acceptaient, car refuser les Orneck, c'était s'attirer des ennuis. Beaucoup d'ennuis. Les machines étaient équipées de systèmes de comptage. Les H envoyaient régulièrement des hommes faire la collecte. L'argent était ensuite centralisé. Une partie revenait aux commerçants. Une partie allait aux soldats
qui gérait le réseau, et le gros du butin remontait jusqu'aux frères. Ce système a fonctionné pendant des années, jusqu'à ce que la justice commence à s'y intéresser de près. En janvier 2006, l'opération menée par la Brigade de recherche et d'investigation financière a mis un coup de frein à ce business. 30 personnes interpellées, dont Steve Horneck, des dizaines de machines saisies, des millions d'euros gelés. Mais même cette opération n'a pas suffi à démanteler totalement le réseau, car les Horneck avaient diversifié leurs activités. Les boîtes de nuit étaient un autre pilier de l'empire. Les nuits railles organisées par le clan attiraient des milliers de personnes. Des soirées où se mélangeaient la musique, l'alcool et parfois la drogue. Les H contrôlaient plusieurs établissements de nuit dans la région parisienne. Des endroits où l'ambiance pouvait basculer du festif au violent en quelques secondes. Car ces boîtes servaient également de lieu de rencontre pour les membres du milieu. Des négociations se faisaient dans les arrière-salles. Des alliances se scellaient autour d'un verre. Des règlements de compte se planifiaient. Et les Horneck étaient au centre de tout. Ils connaissaient tout le monde. Ils entendaient tout. Ils voyaient tout. Cette position centrale leur conférait un pouvoir considérable. Ils savaient qui préparait quoi, qui avait des problèmes avec qui cherchait à se venger. Et ils utilisaient ces informations pour anticiper, pour négocier, pour frapper. Le racket était une autre source de revenus importante. Les bars, les restaurants, les commerces du quartier de Montreuil et des environs devaient payer une taxe. Une protection, comme ils disaient. Officiellement, cette taxe servait à garantir que rien de fâcheux n'arriverait à l'établissement. Pas de casse, pas d'agression, pas d'incendie. Officieusement, tout le monde savait que la seule menace venait précisément de ceux qui proposaient la protection. Un commerçant qui refusait de payer voyait rapidement son établissement vandalisé, des vitres brisées, des pneus crevés, des clients intimidés, et si le message ne passait toujours pas, les choses devenaient plus sérieuses, une agression physique, un incendie, voire pire. La plupart préféraient payer. C'était moins cher et moins dangereux. Le montant variait selon la taille de l'établissement, de quelques centaines d'euros par mois pour un petit café, à plusieurs milliers pour un restaurant ou une boîte de nuit. Multiplié par des dizaines d'établissements, cela représentait là encore des sommes considérables. Les trafics de voitures de luxe étaient également une spécialité du clan. Les Horneck avaient hérité de leur père le métier de ferrailleur. Ils savaient désosser une voiture, la maquiller, changer les numéros de série, fabriquer de faux papiers. Dans les années 1980 et 1990, ils se sont spécialisés dans le vol de voitures haut de gamme. Porsche, Mercedes, BMW, Jaguar. Ces véhicules étaient volés sur commande, parfois directement sur les autoroutes. Des carjackings violents où les propriétaires étaient menacés avec des armes. Parfois dans des parkings de centres commerciaux ou devant des restaurants. Les voitures étaient ensuite acheminées vers des garages clandestins. Là, elles étaient démontées ou maquillées, de faux papiers étaient fabriqués, et les véhicules étaient revendus, soit en France, soit à l'étranger, en Espagne, au Maroc, en Europe de l'Est. Chaque voiture rapportait entre 20 000 et 50 000 euros, un business extrêmement lucratif et relativement peu risqué comparé au braquage. Les saucissonnages étaient sans doute les opérations les plus violentes du clan. Le principe est simple, mais terrifiant. Une équipe pénètre au domicile d'une famille fortunée, généralement la nuit. Les occupants sont ligotés, bâillonnés, parfois frappés, toujours terrorisés. Puis les membres du commando fouillent la maison de fond en comble. Ils cherchent de l'argent liquide. Les bijoux, les œuvres d'art, les coffres-forts. Ils menacent que les victimes pour obtenir les codes, les combinaisons, les clés. Certains saucissonnages duraient plusieurs heures. Les victimes restaient attachées pendant que les malfaiteurs vidaient méthodiquement leur domicile. Dans certains cas, les Horneck ont ciblé des personnes âgées, vulnérables, isolées,
faciles à intimider. Les enquêteurs ont recensé des dizaines de ces opérations en Picardie, dans le Nord-Pas-de-Calais et en Champagne-Ardenne. Des familles traumatisées à vie. Des personnes qui n'ont jamais osé témoigner par peur de représailles. Car tout le monde savait que les Orneck n'oubliaient jamais et qu'ils punissaient toujours ceux qui parlaient. Le braquage de l'hôtel des Ventes de Fontainebleau reste dans les mémoires. 800 000 € de joyaux dérobés. Une opération minutieusement préparée. Les malfaiteurs connaissaient les lieux. Ils savaient où étaient entreposés les bijoux. Ils savaient comment contourner les systèmes de sécurité. Ils sont entrés, ont neutralisé le personnel, ont raflé tout ce qui avait de la valeur et sont repartis en quelques minutes. Sans laisser de traces, sans témoins exploitables, les Orneck étaient soupçonnés, mais comme toujours, rien n'a pu être prouvé. Du moins pas à l'époque. L'affaire des tableaux volés en 2002 et 2003 a également défrayé la chronique. Jean-Claude Orneck a été inculpé avec 6 autres personnes, dont 3 membres de sa famille, Fabrice, Jacques et Thierry Orneck, neveux et cousins. La bande était soupçonnée d'avoir volé des œuvres d'art de grande valeur, des toiles de maître, des sculptures, des antiquités. Ces œuvres étaient ensuite revendues sur le marché noir, à des collectionneurs peu scrupuleux ou à des intermédiaires spécialisés. Les sommes en jeu étaient considérables. Certaines toiles valaient plusieurs centaines de milliers d'euros, voire des millions. Mais là encore, les preuves manquaient. Les Orneck avaient l'art de ne laisser aucune trace. L'affaire du vol d'or en 1999 illustre parfaitement la brutalité du clan. Le 11 juin 1999, à Paris, 4 Algériens venus changer de l'argent en or sont agressés, violemment. Les lingots sont volés. Plusieurs centaines de milliers de francs partent en fumée. Marc Orneck est mis en examen en 2002. Grâce à une écoute téléphonique. Mais il est libéré en 2003 pour vice de procédure. La décision provoque la colère des syndicats de policiers. Comment un homme soupçonné d'un tel crime peut-il être relâché pour un détail de procédure? Mais c'est la réalité de la justice française. Et les Orneck savent parfaitement exploiter ces failles. L'agression en Isère en décembre 2002 montre l'extension géographique des activités du clan. Un commando de 7 ou 8 individus s'introduit au domicile d'un couple. Les occupants sont menottés, terrorisés. Les malfaiteurs repartent avec des bijoux et des diamants. Valeur totale, environ 60 000 €. Marc Orneck est soupçonné d'avoir participé à l'opération, ainsi que Jérémy L., dit Jimmy. À peine 19 ans, Jimmy a déjà un palmarès impressionnant. Extorsion, violence avec arme, suspicion dans un assassinat commis 2 mois plus tôt. La police judiciaire note qu'il a sauté la case de la délinquance pour atterrir directement dans le grand banditisme. Une nouvelle génération encore plus violente que la précédente. Le 14 août 2003, Marc Orneck et sa femme sont officiellement inscrits au fichier des personnes recherchées. Un mandat d'arrêt a été délivré par le juge de Grenoble. Débute alors une cavale de 7 mois. Marc est signalé partout, sur la Côte d'Azur, à Nice, à Menton, en Savoie, à Courchevel, à Paris. Il se déplace constamment, change de planque, utilise de faux papiers, mais en mars 2004, il est finalement arrêté par le GIGN. Remis en liberté 3 mois plus tard. Encore une fois, la justice ne parvient pas à le garder derrière les barreaux. L'affaire Danny Boone en 2002 a choqué l'opinion publique. Le comédien, star montante du cinéma français, est victime d'un carjacking sur l'autoroute A1. Des individus l'agressant, le menaçant, volant sa voiture. Jimmy Orneck est arrêté en novembre 2008 pour cette agression. Il est condamné à 7 ans d'emprisonnement. L'affaire fait grand bruit, car elle montre que même les célébrités ne sont pas à l'abri de la violence du clan. Fabrice Orneck, cousin de Marc, comparaît en novembre 2014 devant la cour d'assises de Douai.
pour un vol d'or perpétré en janvier 2011 sur l'autoroute A1. Il est condamné à 17 ans de prison en appel, une peine lourde qui illustre la gravité des faits et la détermination de la justice à frapper fort contre le clan. Le procès en appel de Marc Orneck aboutit à une condamnation de 4 ans ferme en juin 2008. L'association de malfaiteurs n'a pas été retenue par le tribunal. Une victoire partielle pour la défense, mais une défaite pour l'accusation qui espérait une peine plus lourde. Le 10 juillet 2008, Marc est de nouveau condamné, cette fois par le tribunal correctionnel de Créteil. 3 ans de prison pour extorsion et blanchiment. Les condamnations s'accumulent, mais Marc continue de clamer son innocence. Il se présente comme une victime d'acharnement judiciaire. Personne ne le croit, surtout pas les policiers qui le traquent depuis des décennies. Lors d'une perquisition chez Arnaud Mimran, dans le cadre de l'enquête sur la fraude à la TVA sur les quotas de carbone, un détail troublant est découvert. La photocopie de la carte d'identité et du permis de conduire de Mario Orneck. Mimran prétend que c'est un hasard, que ces documents ont été retrouvés par hasard. Mais les enquêteurs n'y croient pas. Ils soupçonnent des liens entre Mario Orneck et le réseau de Mimran. Des liens qui n'ont jamais été formellement établis, mais qui posent une question, car dans le milieu, il n'y a jamais de hasard, seulement des calculs, des intérêts, des alliances. La Cour d'appel de Paris, le 28 mai 2010, réduit les peines de Jean-Claude et Mario, respectivement 6 et 7 ans, au lieu de 8 et 7. Les deux frères bénéficient d'une liberté conditionnelle à partir de décembre 2010. Mario devient régisseur du cirque Bouglione, Jean-Claude s'investit dans les marionnettes, des reconversions qui font sourire dans le milieu, mais qui permettent aux deux frères de sortir de prison et de profiter de leurs dernières années en liberté, car ils savent que le temps presse, que leur santé décline, que leurs ennemis sont toujours là, et que la justice continue de les surveiller. L'affaire de l'enfouissement de déchets en 2014 montre que même dans des activités en apparence légales, les Orneck continuent de frauder. Jean-Claude, à la tête de RTR Group Environnement, propose aux entreprises du BTP de traiter leurs déchets dangereux, mais au lieu de les recycler légalement, il piège des agriculteurs. Il les endette, les menace et les oblige à enfouir des tonnes de déchets toxiques sur leurs terres. En plaine de France, à l'est de Paris, des terres agricoles contaminées pour des décennies, des familles exposées à des produits cancérigènes. Tout ça pour quelques millions d'euros. Jean-Claude est arrêté avec son fils Luns. 12 personnes interpellées au total. Les charges sont lourdes. Extorsion de fonds en bande organisée, association de malfaiteurs, dépôts illégaux de déchets. Jusqu'à 30 ans de prison. À 60 ans, Jean-Claude risque de finir ses jours derrière les barreaux. Marcus Orneck, fils de Marc, est arrêté en juillet 2008. Il a tout juste 20 ans. Recherché pour extorsion de fonds, faux et usage de faux, blanchiment. La nouvelle génération suit les traces de l'ancienne. Malgré les condamnations, malgré les années de prison, malgré la mort de James, les jeunes Orneck continuent, car pour eux il n'y a pas d'autre modèle, pas d'autre voie. Leur nom et leur héritage, leur fardeau, leur destin. Frankie Orneck, 19 ans, arrêté en août 2008 à Saint-Laurent-du-Var. Un adolescent déjà fiché, déjà impliqué, déjà condamné. La machine infernale du clan continue de broyer ses propres enfants. Aujourd'hui, la rue des Ramenas n'est plus ce qu'elle était. Les 6 pavillons sont toujours là, mais les guetteurs ont disparu. La police patrouille régulièrement. Les voisins osent enfin parler. Le fief n'est plus imprenable, car les Orneck ne font plus peur. Ils vieillissent, ils s'affaiblissent, ils perdent. Et le milieu parisien a tourné la page. De nouveaux noms circulent, de nouvelles alliances se forment, de nouveaux territoires sont conquis. Les Orneck appartiennent désormais au passé, à l'histoire du grand banditisme français, une histoire sanglante, violente,
impitoyable, mais révolu. Car même les plus grands empires finissent par tomber, même les clans les plus puissants finissent par s'effondrer. C'est la loi du milieu, une loi immuable, une loi que personne ne peut défier éternellement, pas même les Hornecks. Si tu veux continuer à découvrir des histoires vraies, brutales, sans filtre, abonne-toi maintenant, like cette vidéo, partage-la, parce que ces récits, personne d'autre ne les raconte comme ça, parce qu'il faut du courage pour regarder la vérité en face, et parce que la vérité est toujours plus terrifiante que la fiction. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre notre contenu pour seulement 2,99 €. On se retrouve dans la prochaine vidéo.